bonsoir à tous. Donc, on va commencer la première édition du meet-up de la maison du Bitcoin. Donc merci à tous de vous être déplacés. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Vous mettre un peu plus fort au fond? Un peu plus fort? C'est au max? Okay. Bon. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort comme ça va mieux? Ouais, bon, très bien. Donc, bienvenue. La maison du Bitcoin, on a ouvert le 13 mai. Je pense que vous étiez nombreux parmi vous à être à l'inauguration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé beaucoup de choses et notamment un très très bon retour presse. Et Thomas va pouvoir nous en parler et faire le point là-dessus. Donc effectivement, le lancement était vraiment très bon. Donc il y a eu à peu près 400 personnes qui étaient venues. Ça a permis de parler du Bitcoin d'un point de vue positif. Normalement, les angles d'attaque, c'est blanchiment, etc. Là, ça permet de voir qu'il se passe quelque chose. Il y a un endroit physique où on parle Bitcoin. Il y a des personnes qui travaillent sur des projets Bitcoin. Il y a des startups qui sont en train de travailler sur les projets de demain. Donc là-dessus, très content. Sur la presse, très bon. On pense que le Bitcoin commence vraiment à avoir une image très positive. Au niveau des marchands également, on a fait une première session de formation sur Bitcoin et petit commerce. Il n'y a pas eu énormément de monde, mais dans les prochains jours, il y aura deux premiers commerces qui vont intégrer le Bitcoin en face, la brasserie qui l'intégrera, et un autre boulevard Saint-Martin qui l'intégrera également. Donc ça commence petit à petit. On va continuer à organiser des événements comme celui-ci. Il faut noter que le week-end prochain, pas celui-ci, donc il y aura un hackathon Bitcoin qui sera mi-juin. Pas cette semaine, mais la semaine suivante. Donc voilà, il y a à peu près déjà 70 personnes inscrites. Si vous n'êtes toujours pas inscrit, vous pouvez le faire. L'idée c'est 48 heures pour arriver avec un projet, vous pitchez, on forme une équipe, vous formez une équipe, vous travaillez 48 heures dessus, vous travaillez sur un MVP pour pouvoir le présenter et à partir de là, il peut y avoir une startup qui peut commencer sur ces bases-là. Il y aura un petit prize money, on va l'avancer, on a réussi à avoir 3 sponsors, enfin 2 officiels, donc il y a Pemium, il est présent ici qui sponsorisera l'événement avec Coinbase et potentiellement BitPay. Donc voilà, ça permettra d'avoir un petit prize money à la fin pour les meilleurs projets. On fournira le Red Bull, les pizzas, et puis après vous venez avec vos cerveaux, vos ordinateurs, et on travaille pendant 48 heures sur des projets Bitcoin. Fin juin, il y aura également le 26 juin, une formation, un workshop sur la comptabilité Bitcoin. Donc on va annoncer ça aussi prochainement. Donc c'est plus à destination des experts comptables, et startups intégrant Bitcoin pour étudier les différents frameworks comptables pour intégrer Bitcoin dans sa comptabilité. Vous en aurez un petit aperçu avec Julien juste après qui fera un petit point là-dessus. Donc sinon, au niveau de l'actualité de la maison Bitcoin, donc il y a tous les événements, mais il y a aussi la maison du Bitcoin en tant qu'espace de coworking et espace pour lancer ses projets. Donc les travaux sont pratiquement terminés. Déjà à l'ouverture, vous aviez cet espace-là qui était presque prêt. Maintenant on a l'espace d'en dessous qui est presque prêt aussi. Donc tout à l'heure, après les présentations, pendant le networking, etc., on vous invitera à découvrir l'espace, à circuler, à voir un petit peu en bas. On peut voir là par les vitres, mais vous pourrez voir par vous-même. Donc on aura donc deux espaces de coworking, un ici qu'on appelle un petit peu l'espace précaire, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec votre portable, vous poser, repartir. L'idée c'est justement de pouvoir discuter avec des gens, rencontrer. On va essayer de mettre en place tous les mardis des sessions pour que vous puissiez venir présenter vos projets. Si jamais vous avez des projets ou des recherches. Donc ce soir, ça va être un petit peu le premier open mic, j'en parlais tout à l'heure, où si vous avez des choses à dire, n'importe quoi, des recherches, etc., de présenter quelque chose, c'est le moment pour le faire, parce que ça permet de faciliter le networking, tout simplement de dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous recherchez. Et on aura en bas l'espace de coworking un petit peu plus résident, où là vous aurez vraiment la possibilité d'avoir une vraie station de travail, etc. Donc là ça va être pour les startups qui veulent rester un petit peu plus longtemps.
Aujourd'hui, on a 3 startups qui vont nous rejoindre dès qu'on sera prêt, et on discute avec une dizaine. Donc ça fait plaisir, il y a déjà une dizaine de startups en France qui travaillent, qui avancent sur des projets Bitcoin. Toutes ne sont pas encore officiellement créées, mais c'est bien. C'est-à-dire qu'on voit qu'il commence à y avoir du dynamisme, et je suis sûr que voilà, vous êtes tous là, vous avez peut-être tous déjà des idées de projets, vous travaillez déjà sur des projets Bitcoin. Donc l'écosystème est en train de se développer, et ça c'est très bien. On a un écho dans les médias, on en parlait tout à l'heure, qui est de plus en plus positif, de plus en plus professionnel. Et c'était vraiment la première mission, et celle est vraiment la première mission de la maison du Bitcoin, de montrer une image pro de Bitcoin. Quand on va voir par exemple des commerçants, ou quand les commerçants viennent nous voir pour intégrer Bitcoin ou prendre des renseignements, quand ils arrivent dans ce genre d'endroit, eh bien c'est rassurant, et c'est beaucoup plus intéressant finalement pour eux de travailler ou de voir un espace comme celui-ci. Ça leur permet ça peut les aider à convaincre d'intégrer un système d'acceptation Bitcoin, puisque si c'est juste un truc en ligne, etc., les gens ne savent pas, ils ont un petit peu peur. Là au moins, les gens peuvent venir poser des questions, et tous les jours, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent, qui sont à 90% en réalité des gens qui ne connaissent pas vraiment Bitcoin. Donc finalement la population, enfin les gens qui rentrent, c'est des gens qui ne connaissent pas tellement Bitcoin, qui ont entendu parler, mais qui viennent et qui posent plein de questions. Donc les gens se disent oui, je veux juste rester. Voilà, en 5 minutes, est-ce que vous pouvez m'expliquer Bitcoin? Souvent il reste 1 heure, parce que comme vous le savez, c'est pas évident de comprendre en quelques minutes. Et si Bitcoin a bien eu un intérêt certain, c'est qu'on se pose des questions sur l'argent. C'est-à-dire que Bitcoin fait qu'on va réfléchir sur l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Pourquoi l'argent a de la valeur? Et les questions qu'on se pose sur Bitcoin, finalement, on peut se les poser aussi sur l'euro. Souvent, on vous pose la question, par quoi Bitcoin est backé? Qu'est-ce qui fait la valeur de Bitcoin? Alors certes, c'est son effet de réseau, mais on peut leur répondre, qu'est-ce qui fait la valeur de l'euro? Et si on nous répond c'était l'or à une époque, qu'est-ce qui fait la valeur de l'or, etc. Donc du coup les gens se posent des questions, réfléchissent à l'argent, à la manière dont ça fonctionne, et ça c'est intéressant, et on s'aperçoit qu'en tirant un petit peu la ficelle, eh bien, les gens réfléchissent. Et ça c'est très bien. C'est un des aspects très positifs de Bitcoin, c'est que quoi qu'il arrive au moins, ça force la réflexion. Donc installez-vous devant, pas de problème. On va pour place. Et donc, on sera opérationnel complètement cette semaine. Normalement, là, il n'y a plus qu'à lisser les ampoules et mettre en route la double flux. Et on aura l'espace de travail. Vous pouvez venir ici, vous pouvez venir en bas. Voilà, ça va le lieu va commencer à vivre. Vous avez vu qu'on a ici un ATM, en fait un change Bitcoin. Donc cette machine-là est fonctionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des euros dedans et récupérer des bitcoins. Donc, dans le futur, on va plutôt travailler sur un système de change un petit peu comptoir, puisque pour opérer par exemple cet ATM, on a commencé à discuter avec l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est compétente en fait pour émettre des avis sur l'opération de ce type d'appareil. Alors aujourd'hui, la situation est qu'il n'y a pas de réponse claire du régulateur, puisque dans les faits, Bitcoin n'est pas une monnaie, n'est pas une devise, clairement. Donc le régulateur n'est pas forcément compétent sur le principe, mais il veut être compétent. C'est-à-dire que, quoi qu'on dise, même si on dit non mais c'est un stock, etc., au final, c'est quand même une opération sur une devise, et le régulateur veut s'estimer compétent. Et donc on travaille avec la CPR pour mettre en place des premiers process, notamment au niveau du KYC, c'est-à-dire les procédures à mettre en place pour pouvoir connaître le client, faire la connaissance client sur les gens qui vont utiliser l'ATM. Et sur ce type d'ATM, malheureusement, on ne peut pas faire de KYC, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, l'ATM, si on le laisse là, n'importe qui peut l'utiliser, on peut mettre des limites. Mais voilà, si vous mettez une limite à 50 €, vous faites 10 fois la transaction avec 10 adresses différentes. S'il n'y a pas d'opérateur qui est là physiquement pour vous en empêcher, vous pourrez le faire. Donc ce type de machine est très intéressant pour faire la démonstration en fait d'un usage, mais il n'est pas certain qu'on puisse, par exemple, mettre ce type de machine dans un bar. Je ne pense pas qu'on arrivera à un fonctionnement de ce type dans un futur proche, puisque le régulateur
en tout cas, s'opposerait très probablement à ce type d'opération. Aujourd'hui, on explique aux régulateurs en fait, qu'on essaye de faire les choses proprement, avec le maximum en fait, de procédures correctes, d'être un bon élève en quelque sorte, puisqu'on s'inscrit dans la durée. Et on travaille donc en fait sur un framework, une sorte de back-office, pour pouvoir faire du change Bitcoin chez nous, mais aussi ailleurs. Donc, si vous êtes intéressé pour faire du change Bitcoin, soit dans un lieu que vous connaissez, que vous avez, ou avoir des renseignements là-dessus, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est encore trop tôt pour annoncer des choses un petit peu officielles, parce qu'on travaille encore sur le back-office et sur les aspects de régulation, mais on peut vous accompagner en fait dans cette démarche. Et en tout cas, si vous n'avez pas utilisé l'ATM, vous pouvez le regarder, ça accepte 5 €. Voilà, faites juste le test, c'est quand même intéressant de voir qu'on peut accéder très facilement comme ça au Bitcoin, ce type de machine. C'est vrai que c'est limite magique par rapport à la difficulté qu'on a pu avoir jusqu'à présent pour pouvoir acheter des Bitcoins. Donc on va maintenant passer au vif du sujet. J'ai parlé de l'ATM, de la CPR, etc. Eh bien, nous avons ici Jean de Maillat, qui est vice-président du tribunal de grande instance et essayiste, qui connaît bien les problématiques de blanchiment, de la criminalité dans la finance, et qui va nous parler un petit peu sur le thème Bitcoin, faux problèmes et vraies questions. Voilà. Je vais peut-être commencer par me présenter, puisque effectivement, Éric Larchevêque a déjà dit un petit peu qui j'étais. Je suis vice-président au tribunal de grande instance de Paris. Je suis dans une chambre correctionnelle spécialisée sur la délinquance astucieuse. Mais ce n'est pas du tout à ce titre-là que je suis là ce soir, c'est parce que depuis plus de 20 ans, je m'intéresse aux questions de criminalité organisée, ce qui m'a amené à m'intéresser au problème de fraude financière, donc le problème aujourd'hui de fraude monétaire et des fraudes monétaires à la monnaie. Et c'est en travaillant sur ces questions-là que... Oui, je vais essayer de parler plus fort. C'est en m'intéressant à ces questions-là que nécessairement j'ai rencontré le Bitcoin et que je me suis intéressé à cette ovni monétaire et financier pour essayer de voir quelles sont les perspectives à long terme du Bitcoin non seulement d'ailleurs sur le plan monétaire en tant que devise, mais comme je vais en parler tout à l'heure, à mon avis, le Bitcoin représente une véritable révolution juridique et de nature à très certainement remettre en cause un nombre très important d'institutions financières et monétaires. Alors, j'ai proposé à Éric Larchevêque d'intervenir sur deux thèmes. Je développerai plutôt le second d'ailleurs, qui est les faux problèmes qui, à mon avis, sont évoqués à propos du Bitcoin, pour essayer de développer beaucoup plus le deuxième thème, qui est celui des vraies questions qui sont posées, à mon sens, par le Bitcoin. Les faux problèmes, ce sont, à mes yeux, justement, les problèmes de criminalisation ou de criminalité que l'on attache au Bitcoin. Ça peut paraître peut-être surprenant de ma part, mais je pense que ce qu'on dit actuellement sur la criminalisation financière au travers du Bitcoin est très certainement exagéré et qu'il l'est pour de mauvaises raisons. C'est exagéré parce que je ne pense pas que le Bitcoin pose plus de problèmes en soi que ne peut en poser n'importe quel autre mode de paiement. Les lois et les réglementations sur le blanchiment datent de la fin des années 80
Et à l'époque, les régulateurs, on ne les appelait pas encore comme ça à l'époque, mais les gouvernements, les services de police, les systèmes judiciaires, s'interrogeaient sur des questions très basiques qui étaient celui du blanchiment, par exemple, de l'argent et de la drogue, avec des méthodes extrêmement archaïques, qui étaient tout simplement la conversion de billets de banque dans les banques. Et déjà, ça paraissait des problèmes quasiment insurmontables. Aujourd'hui, quand on travaille sur les questions du blanchiment, on s'aperçoit que certes, beaucoup de procédés de blanchiment restent très archaïques, mais il existe des techniques de blanchiment qui sont infiniment plus sophistiquées. Et ces techniques n'entraînent pas de la part des gouvernements ou des services de police de réactions très virulentes dans la presse pour dénoncer l'utilisation qui peut être faite de paradis bancaires et fiscaux ou de techniques juridiques ou de procédés commerciaux par lesquels aujourd'hui on blanchit à grande échelle. Je pense que le problème du Bitcoin est de même nature. Je ne veux pas dire que les problèmes rencontreront des solutions simples, ni que les problèmes auxquels on va être confronté avec le Bitcoin sont des problèmes qu'on a déjà pu rencontrer avec les autres modes de blanchiment ou de fraude. Mais ce que je pense, c'est que il n'y a pas de problème qui ait de solution technique. Et que les solutions qui seront trouvées dans la lutte contre la fraude ou le blanchiment liés au Bitcoin, les solutions dépendront de la volonté politique qui existe pour apporter ces solutions. Je disais juste avant que nous commencions qu'on annonce que 77 000 banques dans le monde ont décidé de se plier à la législation FATCA des États-Unis, qui est la législation qui concerne la lutte contre la fraude fiscale. Ce qui veut dire qu'en 2 ans, à peu près 2-3 ans, les États-Unis ont réussi à peu près à mettre en place un dispositif qui va être extrêmement efficace pour lutter contre la fraude fiscale. Contre la fraude fiscale aux États-Unis, pas en France. Ce qui veut dire que ce qui paraissait pendant des années apparu un problème insurmontable au travers notamment des paradis bancaires et fiscaux, il a suffi de quelques mois et d'une volonté politique réelle de la part des États-Unis qui tout simplement ont besoin d'argent, de récupérer de l'argent de la fraude fiscale, pour que les méthodes de lutte contre le blanchiment de l'argent de la fraude fiscale trouvent une solution. Donc, on peut penser, on peut dire, je pense, que le jour où les États auront cette volonté politique de vouloir lutter contre la fraude et contre le blanchiment, y compris en matière de Bitcoin, ils trouveront les solutions. Alors pourquoi nous effraie-t-on avec des discours alarmistes sur le Bitcoin qui serait la nouvelle monnaie des criminels? On cite l'exemple de la crise chypriote qui a permis notamment aux détenteurs de comptes dans les banques à Chypre, des comptes russes à Chypre, de pouvoir faire évader leurs capitaux. On évoque le site Silk Road qui vendait de la drogue et qui permettait les transactions en Bitcoin pour dissimuler justement ces activités. On peut parler aussi de Dark Wallet, le nouveau logiciel
d'anonymisation qui permettrait de pouvoir passer au travers l'identification des transactions Bitcoin, etc. D'accord, ça existe, c'est indéniable, mais je crois que si on insiste tant sur ce danger, c'est en réalité parce que on ne veut pas, justement, paradoxalement, réglementer les bitcoins. Et pourquoi ne veut-on pas, du côté des États, réglementer les bitcoins? C'est parce que, non seulement parce que c'est une technologie révolutionnaire, mais c'est parce que le bitcoin pose des problèmes fondamentaux, et c'est ça que je vais aborder maintenant, parce que les problèmes qui sont posés